très heureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true God? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HubSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour à tous et bienvenue au 7e Antiquaire. Cette semaine, on vous parle, en tout et pour tout, on vous parle d'un des films les plus cool de l'histoire du cinéma. Et quand je dis ça, je dis pas ça très aveuglement. On parle de Cool Hand Luke, 1967, réalisé par Stuart Rosenberg et adapté du roman de Don Pierce. Pour ceux qui seraient peu familiers avec le grand Cool Hand Luke, c'est un film des années 60, probablement un des films qui a le plus fait reconnaître l'acteur Paul Newman au cinéma et qui a fait son grand dévoilement, un jeu extraordinaire. Cool Hand Luke, un film référent, on va voir ça un peu plus tard, à quel point est-ce que on a utilisé ce film-là comme étant une référence pour beaucoup d'autres films. On parle de Cool Hand Luke, donc, comme j'ai dit tantôt, 1967, une très belle réalisation mettant en vedette Paul Newman. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire pour un tel film comme Cool Hand Luke? Bon, chers auditeurs, mon credo n'a pas changé. Aujourd'hui, je vais parler d'un film qui n'a pas... en fait, c'est ici où est-ce qu'il y a une intéressante variation. J'ai l'impression que le film a eu son succès critique. C'est un film immensément culte. C'est un film qui est très bien connu. C'est un film qui est référé souvent, à un point tel qu'on y a référé dans des épisodes de Simpsons. On y a référé dans The 25th Hour, des films de Spike Lee, dans des émissions comme Gilmore Girls. Mais j'ai encore l'impression que c'est un film que le monde n'a pas vu. En fait, pour apprendre à me connaître un peu mieux, vous saurez que je suis un énorme fan de comprendre, en fait, la démarche d'un film. Donc, à quel point est-ce que on utilise des choses venant, disons, d'une autre œuvre. Et le premier à l'avoir fait, disons, je veux pas utiliser des termes compliqués, là, mais vraiment, toute la référentialité dans les œuvres de cinéma. Et Cool Hand Luke est définitivement une de ces œuvres qui était tellement forte, qui a tellement eu un impact quand elle est sortie originalement, qu'on sent encore les références, puis il y a encore des films qui reprennent des lignes pour garder cette espèce de continuité de Cool Hand Luke. Cool Hand Luke est un peu dans tous les films qu'on voit. Il y a énormément de référentialité, il y a énormément d'intertextualité, si on peut le dire, mais c'est pas des textes, d'interfilmalité, si je peux m'inventer un mot aujourd'hui, chose que je fais souvent pour vos auditeurs. Cool Hand Luke a encore ses traces dans beaucoup de films. Même, jusqu'à un point, même pas même, mais définitivement dans la ligne, une des lignes cultes du film. What we've got here is failure to communicate. Ben, cette ligne-là, what we have here is a failure to communicate, est dite 2 fois dans le film et a été nommée la 11e plus importante citation du cinéma américain d'après le American Film Institute. Donc, on peut pas en dire, on peut pas nier l'importance. Cool Hand Luke et cette ligne-là, pour tous ceux qui l'ont entendu, ben, ça vient de là. À chaque fois qu'on dit aussi you spend the night in the box, pour référer aux colonies pénitentiaires, ben ça vient de là. Donc une très grande influence en tant qu'œuvre. Qu'est-ce que c'est cette œuvre-là? Eh bien, Cool Hand Luke a été décrite comme étant un film énormément d'hommes. C'est un film de gars. Par rapport au fait, quand on dit ça, c'est plus par le fait qu'il n'y a pas une longue histoire. C'est pas une histoire compliquée, c'est une histoire de fraternité, c'est une histoire de compréhension de l'être humain. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le film commence avec notre personnage principal, Lucas, qui est joué par Paul Newman, qui, lors d'une soirée de beuverie, il est complètement saoul, il décide de couper la tête des parcomètres
et de partir avec. Il finit par se faire prendre et il est sentencé à 2 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à sécurité minimale. Donc, déjà, la prémisse, ça ressemble beaucoup... on a eu beaucoup de comparaisons entre Cool Hand Luke et One Flew Over the Cuckoo's Nest avec Jack Nicholson. C'est 2 films qui ont à peu près le même canevas, donc un homme anticonformiste qui est envoyé dans un lieu où il finit par être accepté par ses pairs. On voit aussi énormément, je vais vous envoyer les références immédiatement, comme ça je vais pouvoir en parler plus tard, mais on voit beaucoup de Shawshank Redemption. On voit beaucoup de Cool Hand Luke dans Shawshank Redemption. On a aussi un rapprochement entre beaucoup de personnages. Disons que dans la même période, quand je dis période, je parle d'à peu près une quinzaine d'années, on a toujours le personnage de James Dean. Le personnage de Lucas Jackson est un rappel ou un écho de plusieurs personnages au cinéma américain en particulier. Donc Jim Shark de Rebel Without a Cause, joué par James Dean. On parle aussi du personnage de Johnny dans, attendez, le titre The Wild One, joué par Marlon Brando. On parle aussi du personnage de Benjamin Braddock dans The Graduate, le personnage de Dustin Hoffman. Beaucoup d'intertextes, beaucoup de ces personnages-là qui ont à peu près tout le même canevas, qui parlent tout un peu de la situation des États-Unis pendant ce temps-là. Et on culmine en 1975 avec Vol au-dessus d'un coucou, One Flew Over the Cuckoo's Nest et le personnage de Jack Nicholson. C'est une période très importante dans le cinéma américain où est-ce que, entre les 2 guerres, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début de la guerre du Vietnam, on avait énormément de représentations de la sociopolitique des États-Unis faite à travers des personnages. Le personnage de Lucas Jackson est pour moi un des meilleurs, un des plus attachants, un des plus touchants. Il est moins naïf que Dustin Hoffman, il est moins niaiseux, pas niaiseux, il est moins simple que Marlon Brando, il est moins fougueux que James Dean, mais fougueux dans un sens négatif. C'est un homme qui est extrêmement anticonformiste, un homme qui est vraiment contre l'institution. Et on le voit très très bien dans le film. Une des citations que j'aimerais rapporter, que je trouve extraordinaire, c'est pardonnez-moi, là, je viens d'oublier son nom. Wow, je trouve ça extraordinaire. C'est Paul Newman lui-même qui dit qu'avec un scénario comme Cool Hand Luke, que c'était un des plus beaux scénarios que lui, et il dit lui-même qu'avec un scénario fort comme ça, il serait capable de faire pleurer n'importe qui. Et c'est vrai, il y a une performance derrière ce personnage-là qui est incroyable. Le film tient énormément sur le personnage de Cool Hand Luke, mais tient aussi sur les performances de tout le monde qui l'entoure. Tous les gardes de sécurité, les boss, et tous les autres prisonniers, dont un qui a gagné l'Oscar pour meilleur rôle d'accompagnement, George Kennedy, qui joue le dragline, a une performance incroyable dedans en étant un des apôtres de Luke. Aussi, il y a un énorme sous-texte chrétien dedans. On peut voir sur Internet beaucoup de critiques religieuses du film. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'en ai parlé. C'est en gros un film de 2h10 qui se passe dans une colonie pénitentiaire avec un homme très, très simple, pas simplet, mais simple de sa personne, qui porte aussi une très grande fureur anticonformiste. Une belle relation avec sa mère. On voit le personnage, on voit une scène avec où est-ce qu'il discute avec sa mère par rapport à qu'est-ce que c'est d'être la mère d'un gars qui est si éclaté que ça, mais en même temps, c'est un homme très paisible, très personnel, très intime, mais qui a fait la guerre, probablement la Deuxième Guerre mondiale, et que ça l'a énormément influencé dans le fait qu'il n'est plus capable de compréhender les institutions d'une façon qu'ils sont comment dire, je vais vraiment peser mes mots, utile ou favorable à l'humain. On voit le jeu de Paul Newman est extraordinaire dans le film et ça fait en sorte que Paul Newman se rapproche un cran de plus à être un des hommes les plus cool du monde. On sait que le trône est présentement occupé par Steve McQueen, mais Paul Newman, je veux dire Cool Hand Luke, c'est tellement proche. Une performance tellement distincte d'un homme qui est très sûr de lui, mais complètement il est faillible par rapport aux autorités. Il ne croit pas à l'être suprême qui est par-dessus lui, et il y a énormément de dithyrambiques où est-ce que il se fâche contre Dieu. Il y a des moments où est-ce qu'il impressionne ses autres prisonniers. C'est vraiment des moments où est-ce que ils sont en train, le film se passe
comme j'ai dit, dans une colonie de sécurité minimale, mais c'est aussi un film de chain gang. Pour les personnes qui seraient pas qui connaîtraient pas le terme de chain gang, Cool Hand Luke et en extension, Oh Brother, Where Art Thou des frères Coen sont les deux plus importants films de Chain Gang. C'est le travail manuel que l'on faisait faire aux prisonniers. Donc, on le voit souvent, mais il n'y a pas de film qui se passe là. C'est sur une autoroute. On voit souvent qu'il y a des automobiles qui passent et on voit une lignée de prisonniers qui piochent ou qui brisent la pierre ou qui, comme dans Cool Hand Luke, défraîchent enlèvent les mauvaises herbes et tout. Donc, ça se passe pas mal sur le bord d'une route pendant que ces hommes-là, il faut qu'ils travaillent puis qu'ils parlent ensemble. Et il y a un moment, il y a une scène incroyable encore où Cool Hand Luke se fâche contre Dieu et pendant que tout le monde est en train de courir vers le camion parce qu'il commence à pleuvoir, Cool Hand Luke fait bon, c'est enfin le moment où est-ce que tu as décidé que tu m'enlèverais la vie parce que tu m'as jamais rien donné, ben vas-y. Cette scène-là, elle est frissonnante, c'est incroyable. Le problème que je dirais immédiatement, puis il faut que je voulais le dire au début, mais j'ai pas tout à fait eu le temps dans mon organisation, c'est que Cool Hand Luke est un film qui, et je m'obstine à le dire à ce point-là, qui n'a pas de mauvaise scène. C'est très, très, très offusquant pas offusquant, mais c'est très difficile quand tu essaies de faire une critique d'un film où est-ce qu'il n'y a pas de moment bas. Tout est à son maximum dans le film. Il y a les scènes s'empilent une par-dessus l'autre comme des moments qu'on veut voir. Ah oui, il y a la scène qui fait ça. Ah oui, il y a la scène où il y a énormément de gageures qui se font dans le film parce que c'est à peu près tout ce qu'ils ont à faire. Et ils gagent sur des choses complètement ridicules. Quand un point est tel, Paul Newman gage avec un autre prisonnier qu'il est capable de manger 50 œufs bouillis. Bouillis, pas brouillés. Excusez, j'ai fait une conjonction entre les deux. Cette scène-là, elle est incroyable. Là. On la tient, c'est 15 minutes, 20 minutes dans le film où il y a le suspense de voir Paul Newman se rentrer des œufs à la coque dans la bouche, marcher, prendre des verres d'eau, se coucher à terre, le ventre complètement gonflé, il est plus capable. C'est extraordinaire. Pour les personnes qui l'ont pas vu, allez le voir. C'est tellement... C'est un film qui a une brillance dans tout. Il est merveilleusement écrit, il est merveilleusement interprété, il est merveilleusement plaisant à écouter. Il s'écoute tellement bien et c'est ça, il n'y a pas de moment bas dans le film. Tout est un enchaînement de scènes continues où, ah oui, j'ai hâte de voir la prochaine scène, ah oui, je sais, c'est ça qui arrive. Donc, Cool Hand Luke devient un film qu'on écoute et qu'on réécoute. En fait, moi, ça m'a fait plaisir de le réécouter pour faire l'émission dessus, juste pour... un peu comme on dit sur Saint-Exupéry, le réécouter tous les années pour voir des différentes choses. Cette année, encore plus du travail sur comment le personnage de Luke est iconoclaste, comment que lui, il se rebute contre l'autorité à 3 et à 4 et à 5 reprises, comment c'est un personnage qui, tout en restant très intime et très personnel, est constamment en train de faire des élans de charisme et des élans de surindividualité. C'est extraordinaire. Toujours en discussion sur Choc FM sur Cool Hand Luke. Pour les personnes qui n'ont pas eu le temps durant la pause musicale d'aller louer le film, allez-y. Je vous donne un autre 15 secondes parce que là, c'est très important. Je m'emporte et une fois de plus, je vous oblige à aller voir ce film. Non, on y va. On a 15 secondes. Vraiment, c'est très important que vous y allez. Puis, si vous avez aimé Mother, ben, c'est un excellent disque. OK. Donc, on passe au comptoir. On met le film, donne la carte. OK, on est de retour. Donc, Cool Hand Luke, qu'est-ce qu'on a à dire en plus de ça? Pour les... je viens de me rendre compte que c'est très possible que mon élocution ne soit pas parfaite. Cool Hand Luke. Luke à la main froide. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé très, très, très beau cette explication-là. On l'a dans un moment où est-ce que tous les personnages sont en train de jouer aux cartes ensemble. Le Cool Hand Luke se décrit comme ceci. Yeah, well... Sometimes nothing can be a real cool hand. Sometimes nothing can be a real cool hand. Donc, c'est... Bon, encore, vous voyez, j'ai des frissons sur l'explication de cette phrase-là. Cool Hand Luke est un personnage, comme j'ai dit, qui est très réservé, mais qui cache... C'est un bluffer constant. C'est un gars qui est jamais en train de montrer. Il est jamais en train d'afficher qu'est-ce qui se passe. C'est pas un gars qui est très expressif. Mais en plus d'être quelqu'un qui est pas expressif, c'est quelqu'un qui ne planifie rien.
On le voit une scène dans le film où est-ce qu'il fait hey, ça fait combien de temps que tu planifies ça? Il fait moi j'ai jamais rien planifié de ma vie. Cool Hand Luke ne repose que sur son instinct immédiat. C'est pour ça qu'il réagit très peu, parce que c'est pas comme s'il y avait quelque chose derrière la tête qui lui trottait ou il est jamais en train d'organiser quelque chose. Puis c'est pas comme durant la partie de cartes s'il y avait une bonne main. Non, il a réussi à bluffer, gagner la partie de cartes avec rien. C'est tellement un exercice de simplicité, c'est tellement un personnage incroyable et en même temps, je vais le répéter parce que il faut que je le répète, c'est une performance de Paul Newman qui est abasourdissante, si on peut utiliser le terme, j'en suis encore flabbergasté, c'est incroyable. On a aussi quelque chose que je voulais vraiment rajouter par rapport à l'anticonformisme du personnage. Une super belle ligne que j'ai pas pu captiver en audio, mais il y a des moments où vers la fin du film, les élans d'anticonformisme de Luke font beaucoup plus surface. Il est beaucoup moins capable de rester là, puis il est définitivement pas capable de rester là pendant 2 ans. Et on le punit souvent en le mettant dans The Box. The Box, c'est une espèce de boîte à l'extérieur. Une boîte de bois à peu près de 3/4 de mètre par 3/4 de mètre, donc on peut pratiquement pas s'asseoir dedans, il faut rester debout et c'est un peu comme une backhouse, une bécasse, une toilette externe et après la 2e fois qu'il se fait envoyer c'est tout de suite après le décès de sa mère qui est c'est bouleversant, c'est complètement bouleversant. Une fois qu'il apprend la mort de sa mère, Cool Hand Luke s'assoit à son lit et joue au banjo une version déchirante de Plastic Jesus qui est de toute beauté, qui a été reprise aussi par The Flaming Lips. Mais une fois que eux autres ils apprennent que sa mère est morte, tout le monde, toutes les gardes de sécurité s'attendent à ce que, à cause du décès, tout ça, qu'il y ait une plus grande volonté de s'échapper. Donc, ils le mettent dans la boîte et le garde lui dit, le garde étant déjà un ami à Luke, il dit Sorry Luke, I'm just doing my job. Je suis désolé Luke, je fais juste ma job, ils m'ont demandé de te mettre dans la boîte. Cool Hand Luke, sa ligne qui est récidive, c'est incroyable. Il dit calling it your job doesn't make it right, boss. C'est pas parce que c'est ta job que c'est bien que tu le fasses. Et pour moi, si je peux finir, je finirai pas immédiatement, mais si je peux finir la description du film et de tout l'esprit du film, c'est là-dedans. C'est le fait qu'il y a un moment où est-ce qu'on a arrêté de croire à qu'est-ce qu'on faisait de bien et de mal et on a juste commencé à croire à qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse ou qu'est-ce qu'on est obligé ou qu'est-ce qu'on est dicté de faire. Cool Hand Luke est la parfaite incarnation de cette croyance-là et de cette façon de penser-là. C'est un film extraordinaire. Il rendrait Henry David Thoreau complètement fier de cette croyance-là, parce que c'est un homme qui vit de son propre code, mais qui vit d'un code qui compréhend aussi qu'est-ce que c'est la société. On parle beaucoup que c'est le fait qu'il a été à la guerre et qu'il a été médaillé, qu'il a été un très bon soldat, qui a fait en sorte qu'il a un peu décroché. Le fait que la guerre et les tueries et tout l'ont fait un peu lâcher toute cette espèce de sentiment d'obligation par rapport à la société, malgré qu'il sache que c'est pas bien. De l'autre côté, chose que je veux indiquer très rapidement là, parce qu'il faut que vous voyez le film, donc je ne vais pas tout vous raconter. On a un peu l'équivalent de la Nurse Ratched aussi, qui est la méchante dans One Flew Over the Cuckoo's Nest, qui est jouée par Morgan Woodward. Il joue Boss Godfrey. Boss Godfrey a des grosses lunettes miroirs, ne parle pas durant tout le film, est un excellent tireur avec sa carabine et est complètement terrorisant. C'est lui qui est la représentation de l'autorité. C'est incroyable comment son personnage est l'incarnation de la répression. Il est ultra dangereux. Il est mortel. Il a du grand pouvoir, puis il représente l'établissement qui a même pas besoin de parler. Il est juste là. Il tient là, un peu comme la figure, je pense à Harakiri, la figure de l'armure. Il est là. En étant là, il est imposant. En étant imposant, il crée la crainte. En créant la crainte, c'est sur ça que repose tout son pouvoir. Et c'est de toute beauté. C'est tellement bien amené. Je vous encourage immédiatement à aller voir le film. C'est là-dessus que je finis mon émission. Cool Hand Luke.